Bienvenue dans ce deuxième épisode de ma vie. Aujourd'hui, on plonge dans les années de 1965 à 1985. Une période charnière, celle des premiers grands choix, des premiers pas dans le monde adulte, la liberté d'exister pleinement, ta grande histoire d'amour, tes débuts dans la vie professionnelle et les responsabilités qui commencent à peser. On va parler d'émancipation, de coups de folie, de rêves poursuivis ou laissés de côté. Entre les années 70 en pleine ébullition et les débuts d'une vie d'adulte, tu vas nous raconter comment tu as traversé cette époque de bouleversement. Accrochez-vous, on embarque pour un voyage entre liberté et devoir, passion et engagement. C'est parti, jingle. Alors on se retrouve pour ce deuxième épisode, bien installé, Oui, prêt pour cette deuxième période de ta vie qui va de tes 20 ans à tes 40 ans, période importante, avec plein de bouleversements. On revient donc en 1965, tu as 20 ans, on est le 27 octobre 1965, tu les fêtes où tes 20 ans? alors mes 20 ans, en 1965, si mes souvenirs sont bons, j'avais fait mes 2 ans de préparation à Fédherbe, donc c'est l'époque où j'étais rentré en fac, à la fac de mathématiques, la Philippe Lebon à Lille. Donc là tu es dans les maths à fond. Là, je suis dans les maths à fond. Tu as passé ton bac en 63. J'ai passé mon bac en 63, j'ai fait 2 ans de préparation à Fédherbe, à l'École normale supérieure de Saint-Cloud, que j'ai malheureusement loupé. Et je me retrouve donc à la fac. Bon, j'ai eu mon propédeutique la première année, donc je suis en licence de mathématiques. Voilà. Alors, je ne sais pas, le 27 octobre, quel jour c'était, mais si c'était un jour de semaine, j'étais certainement à la fac. Alors moi j'ai regardé dans le calendrier, c'était un mercredi. Donc tu J'étais à devais la être fac, certainement une journée lambda à la fac Voilà. à étudier. Or, Et à je me fêter dis, tes 20 ans. j'ai dû faire la fête certainement à un moment, peut-être boire un coup avec les copains ou un truc comme ça, mais je ne me souviens plus. Tu habites encore chez tes parents. J'habite encore chez mes parents, oui. Une petite amie, Non. Pour cette Célibataire. époque-là, j'étais célibataire, pas de petite amie, rien du tout. tes deux frères sont encore à l'appartement, à la maison. Alain, sûr. Serge, je crois qu'il est, je crois qu'il est marié. Je crois qu'il est marié. Serge était marié, oui, il me semble. Il se marie en 65, tu penses? Je crois qu'il était marié parce qu'il s'est marié il me semble que il s'est marié quand je devais être à Fédherbe. Donc je crois qu'il était marié. Mais ça, je ne pourrais pas le garantir. Il faudrait... Attends, il faut que je me souvienne un peu. On lui demandera. Hein? C'est pas très grave. Non, On lui c'est demandera. pas grave. Alors, à quelle période tu as quitté la maison? Alors, j'ai quitté la maison quand j'ai terminé mes études, parce que je suis resté toutes mes études jusqu'à l'âge de 24 ans, D'accord, donc au 14 rue des Guesseaux, à Roubaix. jusque 1969. Jusqu'en 1969, date à laquelle, en fait, j'ai quitté la maison pour partir au Chili, pour faire mon service militaire en tant que VSNA. D'accord. Alors, on va pas brûler les étapes. On va revenir une année en avant. En mai 1968. Alors, en mai 1968, Il y a des événements qui se produisent en France. tout à fait. Tu en gardes un souvenir? J'en garde un souvenir assez important parce que je me souviens que je faisais partie du mouvement. Alors à cette époque-là, il faut voir que la fac avait déjà été plus ou moins déplacée vers Villeneuve-d'Ascq, c'est-à-dire que le centre de l'île c'était Libre d'étudiants. libre d'étudiants et on avait été déplacé sur le campus universitaire à Cité Scientifique à Villeneuve-d'Ascq et il n'y avait absolument rien. D'accord. Il n'y avait rien. C'était de la gadoue, de la gadoue, de la gadoue. D'accord. Ça bougeait pas autant qu'à Paris. Or, si, justement, il y avait beaucoup de, comment on va dire, d'assemblées générales et de choses comme ça, parce qu'on était contre, en fait, ce qui s'appelait la réforme Fouché, à cette époque-là, où
on obligeait et on interdisait aux gens qui avaient fait une licence de faire, en gros, une maîtrise, un DEA, enfin, de poursuivre leurs études. Et donc, il y avait des filières et on ne voulait pas qu'il y ait ces filières décidées dès le départ. Tu étais plutôt un meneur au niveau des syndicats étudiants ou Je pas tant que suivais ça? le mouvement, mais on ne peut pas dire que j'étais un meneur. Tu n'étais pas un leader ni un Non, je n'étais pas un d'un leader. syndicat étudiant. Et le fait d'avoir eu un père communiste t'a aussi orienté peut-être dans tes choix politiques dès le départ, Certainement. où tu avais cette culture-là. J'ai toujours eu une culture. On lisait plus l'Humanité que le Figaro à la Voilà, maison. tout à fait. Ok. Ton premier job? Alors, mon premier job, Il y a eu des jobs étudiants, des choses comme non, ça? j'ai jamais eu de job étudiant parce qu'il faut te dire, comme je l'avais dit déjà dans le premier épisode, j'ai eu la chance d'intégrer les IPES. Oui, donc Et tu avais, les IPES, déjà une j'étais petite rentrée payé, d'argent. je touchais tous les mois le SMIC, hein, l'équivalent du SMIC. Et donc, je cotisais déjà pour ma retraite et tout. Donc, Tu n'avais pas besoin de trouver j'avais un pas petit besoin job, d'un job à côté pour pouvoir d'un job étudiant. survivre, surtout que je vivais chez mes parents. Alors, c'était quoi les plans week-end avec les amis? Alors, Qu'est-ce que tu faisais à l'époque? Alors, les plans, justement, le week-end, disons le samedi, on sortait en boîte à cette époque-là. Donc là, il commence à avoir les boîtes. Là, Là, il on commençait oublie à les avoir des surprises boîtes. parties. Voilà. On est dans une Après deuxième 2 ans, époque. disons après 2 ans de labeur acharné en mathématiques et où je sortais pas rien du tout, là, ça commençait à être un peu plus de liberté. D'accord. Et un souvenir de boîte en particulier à Lille ou aux Ah ben, alentours? alors c'est marrant, il y avait 2 boîtes où on allait souvent. Il y en avait une qui s'appelait l'Abreuvoir et qui était en Belgique, à la frontière belge, du côté de Dautigny. Mhm. Et où on se retrouvait beaucoup, les copains et tout ça. Et après, il y en avait une autre en France où on allait aussi, il y avait la Bicoque. Et Qui a la longtemps cornemuse. existé parce que moi, j'y suis sorti à la Bicoque, Ah oui, milieu des années 90. voilà, c'est ça. Et donc, c'est une boîte qui Ça a existait passé déjà, les générations. oui. Mais au début, on sortit surtout en Belgique. Au début, c'était surtout en Belgique. La Bicoque, je crois que ça commençait à exister 2-3 ans après l'ouverture des boîtes en Belgique. Je crois qu'en Belgique, ils étaient plus en avance que nous là-dessus. Alors, on refait un petit retour de 3 ans en arrière. En 1965, il y a des élections présidentielles en France. Est-ce que Ouais. tu te souviens pour qui tu votes? Hmm. Tu as 20 ans, donc tu es en âge de voter. J'imagine que tu votes puisque ton père est quand même très présent au niveau politique. Alors, je ne sais pas si à cette époque-là, à 20 ans, on votait déjà. Parce qu'il ne faut pas oublier que la majorité maintenant, et le vote est à 18 ans. D'accord, peut-être. Mais à cette époque-là, je ne me souviens pas avoir voté pour quelqu'un. Je reconnais Tu n'as que... pas de souvenir. Parce Non. qu'à ces élections-là, on a Charles de Gaulle qui se représente Oui, pour un second mandat. On a François Mitterrand. François Mitterrand, oui, certainement. Et ensuite, on a Jean Le Canuet. Non, je n'ai pas voté Le Canuet ni De Gaulle. Et, Donc, si j'avais voté, j'aurais certainement Tu aurais voté Mitterrand. aurais voté Mitterrand, qui est arrivé deuxième. Mais franchement, je ne crois pas que qu'on ait voté, que je ai voté. Je ne sais plus. Non? Je sais plus. Je sais qu'il y a eu un basculement parce qu'avant la majorité était à 21 ans. Mhm. Je sais qu'il y a eu un basculement de 21 ans à 18 ans. Mais te dire en quelle année ça s'est passé, Alors ça, on regardera ça en off après oui. pour savoir. Mais si tu avais voté, Si j'avais voté, j'aurais voté Mitterrand. pas pour le candidat communiste. Je ne sais pas s'il y avait un candidat communiste. Ah, parce qu'il y avait peut-être une alliance. il y avait, oui. Ou bien alors, s'il y avait un candidat communiste, c'était peut-être Georges Marchais. Je ne sais pas. Pas encore, je pense Pas pas. encore. Mais je sais. Pas encore à cette période-là. Il est arrivé plus tard, Oui. je pense. Alors, on va faire un petit quiz musical. Mhm. Quel était le titre le plus écouté en 1968, à ton avis? Alors, le titre le plus écouté en 1968, un titre. 1968, c'était déjà l'époque un peu des hippies, des choses comme ça. Exactement. Alors, moi, je penserais bien à Scott McKenzie, If You Go to San Francisco, un truc dans ce goût-là. Ça aurait pu être ça, mais non. C'est Aphrodite Child
Ah oui, Rain and Tears. Rain and Tears. On écoute un extrait. Rain and tears are the same. Et c'est un extrait, une reprise d'un morceau classique de Porcel, il me semble. Ok, peut-être, possible. Alors un autre petit quiz politique. Non, du canon de Pachelbel, pardon. Du canon de Pachelbel. Canon de J'ai Pachelbel. confondu. D'accord. Une petite question politique encore. Qui est le Premier ministre en France en 68, quand il y a les événements? C'est pas Pompidou? Georges Pompidou. Très bien. Mhm. Donc, on avance dans les époques. Quand est ton départ de la maison? Alors, mon départ de la famille. maison est définitif, disons. Il est... je me souviens, je peux même donner la date exacte. Le 19 octobre 1900, le jour de 24 ans, c'était 24 ans, donc 69. 19 octobre 69. 69? En sachant que le 19 octobre, c'est aussi la naissance d'un de tes fils, Oui, François tout Xavier. à fait, François Xavier. Donc, tu quittes la maison en 69. Je quitte la maison en 69 à l'âge de 24 ans. Tu la quittes surexcité ou mort de trouille? Les deux. Les deux, pour la bonne et simple raison, c'est que, tu sais dans quelles circonstances j'ai quitté la maison. J'ai quitté la maison parce que je partais faire mon service militaire en tant que VSNA, donc volontaire service national actif, et je partais en coopération donc au Chili, à Antofagasta, en plein milieu du désert d'Atacama, donc un endroit absolument inconnu. Alors je m'étais renseigné, mais franchement, c'était Perdu sur la carte. vraiment perdu sur la carte, sur le tropique du Capricorne, exactement sur le tropique du Capricorne. Et tu l'as su quand exactement, la destination qui t'était attribuée? Or, c'est curieux parce qu'au départ, c'était mon patron que j'avais à la fac, Pierre Bougon, qui avait, lors du dernier cours, je me souviens, de mathématiques 2, à la fin de la licence, nous avait demandé aux gens en plein amphi, est-ce qu'il y a des gens qui ont terminé leurs études cette année et qui veulent partir faire un service en coopération, parce que moi je m'occupe de l'Amérique du Sud, donc je peux les aider, etc. Eh bien, on a été 4 à lever la main sur un amphi de 250, et les 4 sont que 4 partis. Ah ouais. Et a priori, je devais partir non pas dans le désert d'Atacama, mais je devais partir dans le désert du Sertão, au Brésil, à Fortaleza. Et puis, 15 jours avant mon départ, alors j'avais commencé à apprendre un peu le portugais, et 15 jours avant mon départ, il m'a téléphoné en me disant « Ah ben, on a besoin de... J'ai vu que vous étiez certifié en mathématiques, et donc que vous aviez une expérience au niveau de la pédagogie et tout ça, et on a besoin d'un prof, d'un pédagogue pour l'université d'Antofagasta pour faire donner des cours aux professeurs de l'université d'Antofagasta sur les mathématiques modernes. » Et c'est comme ça que j'ai été parachuté au Chili, alors que je pensais aller au Brésil. Alors j'imagine que tu n'avais jamais entendu parler du Chili. J'avais jamais entendu Même parler s'il y de avait côté- eu la Coupe du Monde au Chili quelques années avant, de Oui, foot. j'en avais entendu parler de ça. J'avais En entendu parler... 62, Oui, il y a la avait Coupe eu du Monde au aussi Chili. les Jeux Olympiques d'hiver. Et les Jeux Olympiques aussi D'hiver. d'hiver. Donc Mais on à avait part un ça- peu parlé du Chili, Oui. mais c'était un Oui. petit pays perdu Tout en à Amérique fait. latine. Tout à fait. Et la réaction de tes parents quand tu leur annonces que tu pars? La réaction de ma mère, ça a été bien sûr de pleurer, parce que c'était le petit dernier qui partait, parce que mes deux frères étaient déjà Ouais. partis, ils étaient émancipés, les deux étaient mariés d'ailleurs, je crois, et donc effectivement, ça a été difficile pour ma maman. Pour mon papa aussi, je pense qu'il m'a, si mes souvenirs sont bons, il m'a conduit à Paris, parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas d'avion à l'Équin, enfin, on ne prenait pas Oui, l'avion à l'Équin, surtout pour aller au Chili. Même maintenant, on ne prend pas l'avion À à l'Équin Lille pour aller au Chili. Mais il aurait pu te laisser au train à Lille. Non, il t'a accompagné à Paris. Non, je crois qu'il m'a accompagné à Paris. D'accord. Et donc là, tu arrives au Chili en quelle année exactement? Et 69. donc en 1969, alors j'arrive au Chili, comme il y avait un jour de décalage et tout ça, j'arrive à Santiago le 20 octobre 1969.
Le lendemain, je vais au service culturel de l'ambassade de France pour partir à Antofagasta. Et c'est là que j'ai appris que, en fait, l'Université du Nord avait été... D'abord, quand je suis arrivé sur la place de la Moneda à Santiago, j'ai été accueilli par des tanks, parce qu'il y avait eu une tentative, des tanks et des camions déboueurs. Parce qu'il y avait eu une tentative de coup d'État du général Villot. Et, Pour remettre dans le contexte politiquement, en 69, Salvador Allende est au pouvoir. Non, ce n'était Non pas Salvador Allende qui était au pouvoir, c'était Eduardo Frei. Eduardo Frei. Eduardo Frei Autant pour qui moi. était au pouvoir et qui avait entamé, disons, une réforme agraire et tout ça, mais il y avait beaucoup d'opposition de la part de la droite, ce qui est normal, puisque Eduardo Frei D'accord. était un démocrate chrétien, plutôt porté à gauche, Mhm. et donc les militaires n'étaient pas très contents. Il y avait le général Villot qui avait eu... qui était, disons, je crois, d'Antofagasta, il y avait eu un soulèvement, et il y avait l'Université du Nord, où je devais aller, qui était prise par les étudiants, hein, en réaction à ce coup d'État. Et donc, on m'a dit de rester à Santiago pour l'instant. Et en fait, je suis parti à Antofagasta une semaine plus tard, D'accord. quand ça s'est réglé, quoi, Quand le ça s'est problème. calmé. Voilà. C'était une tentative de coup d'État. C'était une tentative Ça n'a de pas coup été d'État, jusqu'au ça n'a bout. pas été plus loin. Les bon. choses sont Et c'était rentrées pas dans quelque chose l'ordre. voilà. Et c'était pas quelque chose d'habituel au Chili, hein. Ouais. Le Chili, c'est pas un peu comme on se représente souvent les pays d'Amérique latine, surtout le Mexique ou des trucs comme ça, des pays où il y a des révolutions quasiment tous les 15 jours. Non, le Chili était un C'est pays qui stable. était stable et calme. Et c'était Eduardo Frei qui avait été... Avec une petite population aussi. À l'époque, il doit avoir 12 millions d'habitants, 13 millions. Oui, voilà, c'est ça. C'est pas un pays énormément peuplé, hein. Exactement. Et là, tu arrives à Antofagasta. Donc là, perdu au nord du Chili. Perdu au nord du Chili, à 1400 km au nord de Santiago, avec le premier village se trouve, enfin, la première ville, entre guillemets, importante, se trouve à 400 km. Et Antofagasta, pour représenter un peu, c'est combien d'habitants? Antofagasta, c'est la quatrième ville du Chili, mais ça doit être 200 000 habitants, quelque chose comme ça, à cette époque-là. Voilà. Donc une petite Par ville. Par contre, c'est un très grand port, puisque c'est le port qui est le plus près de la mine de Chuquicamata, qui est la plus grande mine de cuivre à ciel ouvert du monde, Voilà. et qui est une mine énorme. Grosse activité Oui, au port énorme, d'Antofagasta. voilà. La richesse du Chili, d'ailleurs, le cuivre. Et là, comment tu vis ton intégration au sein de l'université? Comment ça se passe Ah, avec ça tes se passe très collègues? bien, parce que... Tu bon, habites seul, en coloc? Or, j'habite, au départ, je suis accueilli par des amis, des coopérants, qui sont en poste, mais qui Qui allaient sont partir. français aussi? Ils sont français, bien sûr. Donc, tu n'as pas de problème avec la langue? J'ai pas de problème avec la langue, sauf avec les gens de l'université, parce que moi, je parle pas espagnol à cette époque-là. Et tu parles anglais un petit peu? Alors, je parle relativement mal anglais, et eux, bon, ils parlent espagnol, ils parlent pas français. Enfin bon, on se débrouille, on réussit. Mais tu te Alors, sens bien accueilli? mais on est bien accueillis, ils sont très gentils et tout. Bon. Et j'ai commencé à me mettre à l'espagnol, puisque je n'avais pas eu le temps de me mettre à l'espagnol avant. Et je me suis mis à l'espagnol. Alors c'est curieux, parce que je me suis mis à l'espagnol en lisant des bandes dessinées, Mhm. Pato Donald, donc Donald, Mickey. Et puis j'ai découvert un personnage formidable qui s'appelle Condorito, qui est un personnage de bande De dessinée, bande dessinée, oui. typiquement chilien, Exactement. mais maintenant connu internationalement. Bon, internationalement, Il est en connu tout cas en Amérique latine. En Amérique latine, hein. Il a percé, Un peu comme Mafalda. voilà, pour tous les pays hispanophones. Voilà. Mais plus en Amérique latine. Oui. Je ne sais pas s'il est vraiment arrivé en Espagne, Condorito. Je sais pas. Oui. Ouais. Ton style vestimentaire à l'époque? Or, On est mon en 69-70. alors, Époque hippie, dans un pays assez conservateur qui est le Chili. Tu arrives comment là-bas? je dirais conservateur, pas au niveau esprit, conservateur au niveau manière de se vestir. D'abord, la majorité de nous, en France, on écoutait à cette époque-là énormément de musique, les Beatles, des musiques américaines, des trucs comme ça, des musiques françaises aussi. Mais là-bas, non. Là-bas, ils écoutent surtout du Leonardo Favio, des musiques latino
Ils C'est sont pas normal. ouverts sur les États-Unis parce que c'est un pays quand même qui a toujours été assez américanisé, Oui, mais pas à l'époque. Mais malgré tout, la majorité, la grande partie des gens écoutent plutôt de la musique latino, les chanteurs sud-américains. D'accord. Bon. La manière de s'habiller, tu l'as vu, toi, puisque tu es venu au Chili, les hommes s'habillent de manière très classique. Autant les femmes s'arrangent très bien en Amérique latine et elles sont toujours très coquettes et très bien maquillées, tout ça. Autant les hommes, en général, ils sont très classiques, le costume bleu marine, ça varie pas beaucoup, disons. Bon. Et moi, je suis débarqué avec un peu l'époque hippie. Je me souviens qu'à cette époque-là, on avait des pantalons taille basse, évidemment, des jeans. Alors, c'était pas encore des jeans. Moi, j'avais surtout des velours. On utilisait surtout des pantalons de velours, pantalons taille basse, et des pulls ultra courts. On avait inventé le crop top avant les filles actuelles. Hein. Actuel. Bon. Et les Beatles, si tu regardes les pochettes ou les films des Beatles de cette époque-là, Yellow Submarine et tout ça, tu vois les pattes d'Ef et les trucs comme Pas ça. de def, Voilà. des bottes ou des chaussures Exactement. pointues. Voilà. Alors moi, je suis débarqué avec un pantalon. Alors, j'avais un pantalon en velours rouge vif. J'ai jamais pu le mettre au Chili. La première fois que je l'ai mis, tout le monde se retournait parce que C'était comme si trop, j'étais quoi. une bête curieuse, quoi. Enfin, C'était trop. Les cheveux longs, J'avais des cheveux qui m'arrivaient au bout des épaules, des cheveux longs comme ça. la barbe. Et, non, j'avais la barbe, mais elle n'était pas encore, elle n'était pas très importante. Mais j'avais des cheveux jusque-là. On aurait dit Jésus-Christ un peu. Il y avait beaucoup de gens qui se retournaient et qui. Alors, je me souviens, il y avait un chanteur chilien qui s'appelait Julio Segers, qui avait fait un tabac au festival de Viña del Mar et qui chantait une chanson qui s'appelait Y Magdalena Vendra, Caminando por la playa, un truc comme ça. Et quand je passais, comme je lui ressemblais énormément, beaucoup de gens chantaient ça. Ils étaient persuadés que j'étais Julio Segers. Ah, tu passais pour Je une passais star, pour une quoi. vedette. Tu passais pour une vedette. En Voilà. plus, typé européen comme Voilà, ça, voilà. dans les rues d'Antofagasta, Exactement. j'imagine que tu passais pas inaperçu. Exactement. Est-ce que tu as une galère de cette époque-là, quand tu arrives au Chili, à Antofagasta, qui te fait rire aujourd'hui, une anecdote comme ça, de vraiment cette époque-là, 69, 70, à Antofagasta Une galère une galère, mais qui, avec le recul maintenant, plus de 40 ans après, Non, on ne peut pas te dire fait rire, vraiment une galère. t'as Ce pas qu'il y eu de a, problème ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, j'avais pas mal de liberté. Et comme Antofagasta est un port, et disons, en bord de mer, il y avait énormément de plages et de trucs comme ça. On allait souvent se baigner. Or, les Chiliens n'allaient pas se baigner en hiver, mais nous, pour moi surtout, venant du Nord, l'eau était plus chaude à Antofagasta. Malgré le courant de Humboldt, l'eau était quand même plus chaude que, celle de la mer du Nord. Et donc, j'allais me baigner quasiment tous les jours, quand je pouvais. Et je me souviens qu'une fois, j'ai été faire de la pêche sous-marine, enfin, disons, aller voir essayer d'attraper des trucs sur les rochers, puis je me suis fait renverser, puis je me suis retrouvé, j'ai été bien abîmé, on va dire, et je me suis retrouvé à l'infirmerie de l'Université du Nord, avec plein d'éraflures. Et là, j'ai connu l'infirmière de l'Université du Nord, qui a été ma première t'as une petite amie. Petite amie chilienne. Chilienne, oui. Au bout de, on va dire, ça faisait même pas un mois que j'étais arrivé au Chili. Ouais, le succès de l'Européen qui arrive Voilà, un peu. dans les années 70 au Chili. Au Chili, je C'était passais facile. pas inaperçu, et à l'université, je faisais un certain effet. Je dois avouer. Et t'es resté combien de temps avec l'infirmière? Oh, je suis pas resté longtemps. C'était une amourette. Un petit mois, quoi. Ouais. Alors maintenant, on passe à... Alors, elle avait... Bon, c'est vrai que moi, j'ai toujours paru très jeune. Et à cette époque-là, je paraissais pas du tout mon âge. J'avais 24 ans, mais je paraissais, disons... les gens me donnaient 18 ans, quoi. Et donc, elle me prenait pour un petit genou, alors qu'en fait, j'étais certainement peut-être plus âgé qu'elle. Tu fumais beaucoup à cette époque-là? Oui, malheureusement, oui.
Tu as commencé jeune la cigarette? Ben, j'ai commencé la cigarette, je crois que j'ai commencé à fumer vraiment quand j'avais une quinzaine d'années. Ok. Et ça, je crois que ça a été mon plus grand tort. Et à partir de 15 ans, tu as fumé beaucoup ou ça a été crescendo? Non, j'ai été crescendo, ça a été heureusement que j'ai pas fumé. Mais à cette époque-là, au Chili, tu es à combien à peu près? Tu te souviens? Au Chili, quand j'étais au Chili, je fumais en gros, allez, on va dire un paquet de cigarettes par jour, quoi, à peu près. Un paquet par jour, et tu te souviens ce que tu fumais? Alors, on trouvait pas de cigarettes françaises, bien sûr, il n'y avait Mhm. pas de tabac brun, on fumait que des... Alors, il y avait que du tabac blond, mais en plus, pas de très bonne qualité. Alors, je me souviens plus les marques exactes. Je sais qu'il y avait les Cabañas Corrientes, c'était les cigarettes les moins chères et les plus dégueulasses, Mhm. mais c'était les plus fortes. Mais bon, bon, je sais plus ce que Il n'y je avait pas de fumais. marque américaine, Non, Marlboro et tout ça, non? si, il y avait des marques américaines, mais c'était cher, mais il y avait surtout des marques chiliennes. Il y avait des Belmont, il y avait des Monza, il y avait des marques de là-bas, quoi. Donc on est dans l'époque hippie, 1970, au nord du Chili. Je t'imagine avec des ponchos en alpaga, Exactement, les cheveux ouais. longs, la barbe, les chemises à fleurs. Hmm. Tu écoutes plutôt les Rolling Stones ou les Beatles? J'ai toujours été beaucoup plus Beatles que Rolling Stone. Et quand tu les écoutais, avec une cigarette ou un pétard? Non, pas de pétard. Fumer une cigarette. Ça m'est arrivé de fumer des pétards, parce que c'est d'ailleurs là. Alors, en France, j'ai jamais fumé de pétards. Ça m'est arrivé d'en fumer quelques-uns. J'avais un ami. Alors, on était trois copains. Il y avait un Américain qui était du Peace Corps, du corps de la paix, et qui était biologiste marino, Mhm. et qui travaillait donc à l'Université du Nord. Et à côté de ça, lui, il était copain avec un chango, c'est-à-dire un pêcheur, un jeune, un pêcheur, et on allait souvent faire de la pêche sous-marine ou des trucs comme ça. Mon copain, le biologiste marin, il s'occupait des locaux. Je sais pas, enfin toi tu vois ce que Des c'est. fruits de mer C'est qu'on un- trouve au Japon, c'est au un Chili, univers, du voilà, Pacifique. c'est ça, Ouais. et qui s'appelle abalone. Mhm. Et il étudiait, disons, leur croissance et leur migration et tous ces trucs-là. Et donc, on allait pêcher des locaux, on les marquait et on les remettait à la mer. Et de temps en temps, quand ils étaient trop gros et qu'on disait celui-là, on ne va plus le revoir, ben, on le gardait puis on le mangeait. Et pour revenir au pétard, avec le pêcheur et tout ça, Ça nous arrivait d'avoir de temps en temps de la Marie-Jeanne et puis de pouvoir... mais t'étais pas un Oh, fan non, pas du tout. de ça. Bon. Je crois que si j'ai fumé 4 ou 5 pétards, c'est On est beaucoup. toujours dans cette période hippie, Oui. Woodstock, Hmm. pas d'héroïne, Non, pas d'opium, non. aucune substance Aucune pas substance pas de LSD, dure, on va dire. voilà, Non. aucune substance dure. Parce que tu es dans un milieu où on n'en prend pas. Oui, parce que je suis dans un coin où il n'y en a pas, a priori, et peut-être que si j'avais été mis dans des milieux où ça circulait beaucoup, T'aurais j'aurais été- fait comme certains. T'aurais pu être tenté. Mais là, Voilà. heureusement, Heureusement. tu n'étais pas dans un milieu hippie extrême, on va dire. Voilà. Et on va parler maintenant de ta plus grande histoire d'amour. C'est celle avec la rencontre de maman. Il y en a eu une autre avant. Alors, avant la grande histoire, on repart sur une petite. C'était laquelle? Alors, justement, mon copain Alan, l'américain, là, il avait une copine, enfin, qui travaillait, elle, à Mejillones, c'est-à-dire un petit village qui était aussi biologiste marine, et qui travaillait dans un petit village qui se trouvait à peu près à, on va dire, 40 km d'Antofagasta. Et elle étudiait surtout autre chose. Je ne sais plus exactement ce qu'elle étudiait, mais D'accord. une autre faune américaine, aquatique, je veux dire. Et Alan, il allait la voir souvent. Et puis une fois, on est allé la voir. Et puis bon. Et elle avait la chance. Alan, lui, il n'était pas d'un niveau élevé dans la hiérarchie au niveau biologiste. Et donc, on lui avait proposé d'avoir soit un cheval, soit un vélo. Donc, il avait un vélo, mais avoir un vélo
parce qu'un cheval, je ne sais pas qu'est-ce qu'il lui aurait donné à manger. Et avoir un vélo en étant à 400 km de l'endroit le plus intéressant à visiter, c'est difficile. Tandis qu'elle, elle avait une Jeep. Elle avait une Jeep, certainement, parce qu'elle était d'un niveau plus élevé et tout. Et donc, grâce à elle, on pouvait aller dans le désert, aller faire des expéditions un peu sur l'altiplano. On a fait des tas de choses avec elle. Et c'est vrai qu'elle était mignonne et ça a flashé entre nous, quoi. Et ça a duré quelques mois? Et ça a duré 3 mois, à peu près. D'accord, ok. Donc Ouais. c'est quand même une histoire qui t'a marqué. Ah, Parce que c'est une histoire t'as qui m'a voulu marqué, oui. Tu veux en Bah, parler, c'est que ça t'a marqué quand même. Ça m'a marqué et c'est après elle que j'ai connu ta mère. Et alors, comment tu la connais, maman? Alors, là, La là, première c'est- rencontre, elle se fait comment? Alors, la première rencontre, alors c'est quelque chose un peu de bizarre. Moi, quand je débarquais à Santiago, j'avais un autre copain, Antofagasta, avec lequel d'ailleurs j'étais colocataire, mais on ne s'entendait pas trop bien. C'était un gars qui s'appelait Luis Montarnal. On s'entendait bien parce que lui, il avait des idées assez spéciales. Alors, lui était vraiment obnubilé par la politique et très, très, très à gauche. Et il était jaloux d'abord de ma situation parce que moi, en tant que coopérant à l'université, je devais faire mon service consistait en 1 an, pile, de VSNA, alors que lui était obligé de faire 2 ans. D'accord. Lui était obligé de faire 2 ans. Et donc ça, déjà, ça lui cassait les pieds. Et puis d'autre part, lui, il ne s'intégrait pas trop avec les Chiliens. C'est pas, il voulait être là, c'était en gros, ce qui l'intéressait, c'était de rentrer en France après par la suite. Bon, et donc on ne s'entendait pas trop. J'étais plus copain avec l'Américain. avec l'Américain et tout ça. Et on allait, comme je te dis, souvent dans le désert. Et lui, il avait une voiture, mon copain, Luis Montarnal, il avait une 2 chevaux. Et il avait quelques amis à Santiago. Et donc, quand il allait à Santiago, j'en profitais, on partait ensemble dans sa 2 chevaux. Et, moi, j'avais pas de voiture, mais j'étais coincé, je pouvais rien faire. Alors, j'ai réussi à décider, mon père, à me prêter de l'argent. Lui, il comprenait pas. Pour lui montrer, j'ai envoyé le panneau de signalisation qu'il y avait à la sortie d'Antofagasta quand on prenait la panaméricaine pour aller vers Santiago, où il était écrit Santiago, 1400 km, et en dessous, Chañaral, pour le premier village, 400 km. Donc, il a compris à ce moment-là qu'il fallait absolument que j'ai une voiture. Et donc, il m'a prêté de l'argent pour acheter une voiture, argent que je lui ai remboursé, bien sûr. Et je suis allé à Santiago et j'ai trouvé un Français qui vendait une coccinelle. Et donc, c'était le dernier médecin coopérant au Chili. Parce que le Chili est un pays qui est très bien développé au niveau médecine et tout ça. Ils sont au top niveau. Et donc, j'ai profité de son départ, je lui ai racheté la voiture. Pour acheter la coccinelle. Et donc, grâce à lui, j'ai eu cette coccinelle, une petite coccinelle. Voiture classique de cette époque, très pratique répandue, en plus. Bon. Très pratique. Et la rencontre? Et du coup, j'avais pas trop l'habitude de cette voiture. Et quand je l'ai eue, disons la deuxième fois où je suis allé à Santiago avec, pour me balader, j'ai trouvé le moyen d'avoir un accident. J'avais l'habitude de prendre un virage pour aller chez le copain où je logeais, en venant du centre de Santiago. Et là, comme par hasard, je venais de l'autre côté. Et le problème, c'est que ce n'était pas un angle droit, c'était un angle aigu d'un côté et obtus de l'autre. Et j'avais l'habitude de venir sur l'angle du côté de l'angle obtus. Donc le virage était léger. Mais quand je suis revenu de l'autre côté, là, le virage était beaucoup plus serré. Et tu étais peut-être en excès de vitesse aussi? Non, je n'étais pas en excès de vitesse. Je roulais comme de l'autre côté. Mais si tu veux, ce qui se passe, c'est comme le virage était plus fermé, je m'en suis pas rendu compte et la voiture, elle a dérapé. Et puis j'ai été bloqué contre un muret d'une petite place. Et le problème, c'est que ça a touché la roue arrière et ça
ça a faussé et la voiture, elle a été immobilisée pendant quasiment 3 semaines. Et la rencontre? Alors, la rencontre, le copain chez qui je vivais, qui était Jean Boulogne, et sa meilleure copine, enfin, sa petite amie, il allait se marier avec, d'ailleurs, on est allé au mariage, c'était Maria Eugenia Reyes, Mhm. et c'était la meilleure amie de Cécilia. Et donc, moi, je connaissais Maria Eugenia, et elle m'aimait bien. Bon, avec Jean Boulogne, on s'entendait bien et tout. Quand j'allais, je participais au loyer. Et Maria Eugenia, elle a dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un repas, et puis je vais inviter une copine, et puis comme ça, on va... pour consoler, parce que je ne pouvais pas rentrer à Antofagasta, je ne savais pas comment rentrer, moi. Tu étais bloqué. Et j'étais bloqué. Fallait attendre que la voiture se répare. Voilà, alors, fallait attendre au départ. En fait, après, je suis reparti en bus, mais tu peux pas prendre le bus comme ça d'un seul coup. Bien sûr. Faut réserver et tout, quoi. Et là, la première rencontre, c'est le flash direct ou non? Ça a été le flash quasiment direct, ouais. Tous Ça a les été deux. le flash direct. Pour, oui, non. Oui, enfin, je sais pas. Pour moi, oui. Tu dirais plus toi ou non? Non, les deux, je crois qu'on s'est bien plu. La preuve, le lendemain, je savais pas quoi faire. Et je me suis dit, tiens, je vais aller chercher Cécilia pour aller au restaurant. Et puis quand je suis arrivé, j'ai été accueilli par ses parents à bras ouverts, sa maman et tout. Et pourtant, j'étais habillé comme un Hippie. comme un hippie. Hein, Ouais. bon. Et j'ai été vraiment accueilli à bras ouverts. Et je dois avouer que Intégré direct dans la famille. intégré immédiatement dans la famille, quoi. Donc même pas le choix de dire ah ça va pas un peu trop vite. Non, ça y est, c'est parti. Ça a été, voilà. Le mariage, combien de temps après? Eh ben, on s'est connus, donc, je vais te dire, à peu près à la fin au mois d'avril Avril 70. 70. On a commencé à flirter, Donc tu arrives au Chili en octobre 69. voilà, Tu la rencontres en avril Avril 70. Et vous vous mariez. en décembre 70. Magnifique. Et vous êtes toujours ensemble. Et on est toujours ensemble. Mais ça, on en parlera dans les plus prochains épisodes. Voilà, c'est ça. Un souvenir de ton mariage? Un grand jour? Ah oui, un grand jour. Triste, sans tes parents qui n'ont pas pu venir? Un grand jour. Et en même temps, c'est curieux parce que le jour même du mariage, enfin le jour même ou la veille, je ne sais plus, j'ai reçu une lettre de mon père en me disant de rien réfléchir et tout, parce que, bon, eux ne connaissaient pas Cécilia, ils ne savaient pas. Bien Pour sûr. eux, c'était un peu l'inconnu. Eux, ils ne pouvaient pas venir se déplacer comme ça. Et d'ailleurs, je suis entré au bras à l'église, bien sûr, au bras de la maman de Maria Eugenia Boulogne, de la copine qui s'était mariée Avec ton ami. avec son copain, avec Jean Boulogne, quelques mois avant. Même pas, je crois qu'ils se sont mariés 1 ou 2 mois avant nous, quoi. Et ils sont rentrés en France, et bon. Et quand on a décidé de se marier, je ne pouvais pas rentrer tout seul à l'église. Et comme j'ai demandé à la maman de Maria Eugenia si elle voulait bien m'accompagner. Et quand tu lis cette lettre de ton père qui te dit réfléchis bien, parce que c'est vrai, il faut se mettre à sa place. Oui, Tu pars au exactement. Chili en octobre, Bah, tu sors avec une Chilienne en avril, Ouais, et tu décides de te marier tout de suite je le après. comprends parfaitement. C'est normal sa réaction. Surtout que lui, il ne la connaît pas, il ne sait pas. Il ne connaît pas le contexte du Chili. Bon, Et pourquoi cette envie de se marier aussi vite? c'est pas l'envie. Pourquoi cette envie de se marier aussi C'est vite? plus le côté traditionnel. Non, je pense qu'il y a une chose, c'est que moi, on s'est marié au mois de décembre. Moi, je suis rentré en France au mois de janvier 71. C'est-à-dire que si je me mariais pas, je rentrais en France sans Cécilia, et après, Qu'est-ce qui se serait passé? Donc là, ça aurait été certainement une histoire Sans lendemain. sans suite, sans lendemain. Ça veut dire que là, il y avait tellement Il d'amour y et avait un d'attachement. ultimatum posé par l'OTAN. Il fallait partir en étant marié, que tu partes en étant Voilà. marié, pour qu'elle soit sûre que tu reviennes et que toi, tu sois sûr aussi de te dire bon, je dois revenir vu que je suis marié avec, Voilà. avec une Chilienne. Exactement.
Et toi, tu rentres tout seul après en janvier en France. Ah non, je ne suis pas rentré tout seul, je suis rentré avec elle. Donc là, vous vous On mariez s'est- en depuis- décembre 70 Et depuis ce temps-là, on ne s'est plus quitté. et en janvier 71, ça y est, c'est parti. Voilà. Vous partez tous les deux en On France. part tous les deux en France. Et elle, c'est son premier voyage en France. Et elle, c'est son premier voyage en France. Et c'est son premier voyage à l'étranger. D'ailleurs, on est passé par Buenos Aires, par Rio, et après, Paris. Et alors, l'accueil avec la famille Lazou quand elle arrive Super. dans le nord de la France. Quand mes parents ont vu Cécilia et bon, ils ont tout de suite été enchantés et elle a été accueillie tout de suite par toute la famille. Il n'y a eu Il y a aucun problème aucun pour elle, problème, aucun malgré problème. le fait qu'elle ne parlait pas français. Malgré le fait qu'elle ne parlait pas français. Alors, ce qui est curieux, c'est que mon père, au lieu de lui parler normalement en français, il essayait de lui parler en français en petit nègre, ce qu'on appelle en petit nègre. Et donc, on lui disait, mais parle-lui normalement en français. Alors, la seule personne avec laquelle Cécilia a eu de très grosses difficultés, c'est avec Parrain Jean. Pourquoi ? Parce que Parrain Jean, lui, comme il parlait les trois quarts du temps patois, Il parlait elle le ch'ti. comprenait pas. Il parlait le ch'ti. Il parlait le ch'ti, voilà. Donc là, vous restez combien de temps en France? Or là, on est resté en France, disons de janvier 71 jusque juillet 71. D'accord. De janvier jusque juillet. En fait, quand je suis rentré en France, mon patron, Pierre Bougon, mon patron à la fac, il m'avait dit « Je vais essayer de vous trouver un poste ». Je devais avoir un poste à l'Université centrale de Venezuela, mais à l'UCV. Donc Mais l'idée, c'était problème, de c'est revenir et ensuite de revenir, mais pour être en poste au au Venezuela. Et alors, lui, il m'avait surtout dit, au départ, quand je rentrais en France, ne rentrez pas dans l'éducation nationale. Parce que si vous rentrez dans l'éducation nationale, vous aurez de la difficulté pour avoir un détachement pour repartir à l'étranger. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Je suis rentré en France, on a attendu. Comme j'avais un peu d'argent de côté au Chili, parce qu'au Chili, j'ai dépensé pas beaucoup d'argent, donc j'avais un peu d'argent de côté. On est resté pendant, allez, on va dire 2 mois, en vivant sur ce qu'on avait. La lune de miel. Voilà, sur la lune de miel, sur ce que j'avais. On en a profité pour faire un tour de France avec Cécilia. Je lui ai fait connaître, c'était malheureusement l'hiver. Serge m'a prêté sa voiture et on a fait le tour de France en passant par les Pyrénées, Lourdes, la Côte d'Azur, les châteaux de la Loire, enfin tout dans le bon, je le dis dans le désordre. Hein. Et ben, on a fait un tour de France complet et elle a découvert la France comme ça. Ça a duré un bon mois. Et puis après, on a essayé de vivre. Puis à un moment, il a fallu quand même que je rentre dans l'éducation nationale. Pourquoi ? Parce que ça n'arrivait pas. Parce que ça n'arrivait pas. Le poste Alors, n'arrivait pas. Il y a une chose que j'ai faite à un moment, c'est que j'ai cherché des petits boulots. Et à un moment, j'ai eu un truc formidable. J'ai vu une annonce. Je regardais les petites annonces. J'ai vu une annonce. Importante société de production et d'information recherche des volontaires pour une campagne publicitaire qui dure 9 semaines. J'ai écrit, j'ai téléphoné, j'ai écrit, j'ai été sélectionné. Et donc, j'ai dû aller passer un entretien à Paris. Alors, je vais à Paris. Et puis, c'est là que j'ai découvert qu'en fait, cette société d'information, alors c'était rue du Colisée, cette société d'information et de publicité, c'était ni plus ni moins que RTL. C'était RTL qui cherchait des animateurs pour une campagne publicitaire pour les piles Varta, qui venaient s'installer en France, qui se lançaient sur le marché français. Pour 9 semaines. Voilà. Et donc, j'ai eu un petit boulot pour 9 semaines. Il me passait une bagnole. J'étais payé. J'avais un salaire. J'étais déclaré, tout. Impeccable. C'est bien. Bon. Et donc, j'ai travaillé pendant 9 semaines pour RTL, comme animateur. J'allais dans les magasins, j'organisais des jeux, et voilà, un peu comme pas le jeu des 1000 euros, ni le jeu des 1000 francs, ni le jeu des 10 sous. Mais, alors, la première chose, c'était d'abord de faire un circuit où on donnait des cadeaux aux gens aux commerçants qui voulaient bien participer à la promotion. Et après, c'était pour organiser des jeux.
C'était curieux, c'était rigolo. Et après cette période-là, Alors après cette période-là, là j'avais plus de sous, j'avais plus rien, il fallait quand même que j'intègre. Et donc j'ai intégré l'éducation nationale. l'éducation nationale. Alors c'est marrant parce que à ce moment-là, l'éducation nationale m'a dit, mais qu'est-ce que vous avez fait entre le mois de janvier et le mois de... je crois que c'est au mois d'avril que j'ai intégré l'éducation nationale. J'ai dit, j'ai pris mes vacances. Normal. Et donc là, quand tu Alors, intègres... donc j'avais un soi-disant trou dans ma carrière. Mais bon, D'accord. je l'ai bouché. Et tu intègres quoi? Et donc, un lycée, un collège? je me retrouve professeur de mathématiques au lycée Maxence van der Merch, le même lycée où j'avais fait toutes mes études. Ah, Et magnifique. j'ai retrouvé des professeurs de, je me souviens, il y en avait un qui s'appelait Deveugle, c'était un prof de gym, un prof d'éducation physique, Monsieur Laine, qui était mon professeur d'allemand quand j'étais au lycée, etc. Et là, tu restes combien de temps en tant que prof? Alors là, je ne suis pas resté longtemps, je suis resté avril, mai, et au mois de juin, je reçois un coup de fil. Alors au mois de juin, il y a mon patron, toujours Bougon, qui me dit « Ah, Christian, j'ai un poste pour toi. C'est pas l'université, parce que l'université centrale est toujours fermée au Venezuela. C'est un poste au lycée français de Montréal. Est-ce que ça t'intéresse ?» Alors je dis « Bien sûr, allez, on part pour Montréal. » Et j'avais dit ça, allez, on commence les papiers, et 15 jours après, même pas, je reçois un coup de fil de mademoiselle Besson, de Paris, directrice de l'Alliance française à Paris, pour l'étranger, qui me dit « Monsieur Lazou, je vois que vous partez à Montréal au début du mois de septembre. Moi, et votre femme, elle est chilienne, ça vous intéresse pas de retourner au Chili, à Concepción? J'ai besoin d'un prof là-bas, urgent. Il y a le gars, il revient en France, et puis On n'a plus de on n'a prof. plus personne. Est-ce que ça vous intéresse ?» Alors j'ai dit, oui, moi ça m'intéresse, je préfère retourner au Chili plutôt qu'aller à Montréal, il fait quand même plus chaud au Chili. Et elle me dit, oui, mais il faut être là-bas dans 15 jours. Je dis, il n'y a pas de souci, les valises sont prêtes. Et Et là, c'est comme ça qu'on est parti au Chili. et donc là, tu repars en quelle année? 60... Et donc je repars en juillet 71 au Chili. Juillet 71. Donc en fait, tu as eu une période de 6 mois en France J'ai vécu 6 mois où en tu France. t'es amusé, où j'ai fait un tu as peu de bossé tout. pour RTL, Voilà. où tu as réintégré le lycée Maxence van der Max- Merch, etc. Et après, Et après, hop, je repars au Chili. retour Voilà. au Chili. Voilà. Et là, tu arrives, mais plus à Antofagasta, Puis à pas Antofagasta, à Santiago, la pas à capitale, Santiago non plus, mais à Concepción, qui est se une trouve ville magnifique. au qui sud est de Santiago. À 500 km au sud sud de de Santiago. Santiago, à peu près, qui est une ville magnifique, très, très verte, avec beaucoup de forêts, beaucoup de trucs. C'est un endroit que, pour moi, c'est parmi la région du Chili les plus belles. Et là, cette période-là, tu la vis Et bien. c'est une petite ville, mais très intéressante. Alors qu'Antofagasta, c'était une ville quand même très Désertique, portuaire le et désert. puis pas très jolie, on peut dire. Là, tu intègres le lycée Charles de Gaulle, Ouais, Alliance française ouais. de Concepción. Mhm. Tu vis avec maman, donc vous prenez un appartement, On j'imagine. a un appartement, voilà. Et là, vous avez vos premières années de couple. 2 couples, voilà. Comment ça se passe? Très très bien. C'est formidable. On a un très bel appartement. Il faisait 100 mètres carrés, plus 100 mètres carrés de terrasse. On avait eu ça par l'intermédiaire de Papa de Cecilia. Il était gérant d'une ferreteria, c'est-à-dire d'un truc genre, comment on appelle ça, un peu comme le Roi Merlin ou Castorama, à Santiago, une grosse entreprise de bâtiments, de machines-outils et tout. Et il y avait une succursale à Concepción, et par l'intermédiaire du directeur de Concepción, qui lui avait un copain qui était architecte, Julio Ramos, il nous avait trouvé un appartement qui était vraiment magnifique sur la diagonale, à mi-chemin entre le centre et l'université de Concepción. C'était vraiment super. Très bien. Très belles années. Et à 10 minutes à pied du lycée. Donc une vie parfaite. Une vie parfaite, j'avais pas besoin de voiture, rien du tout. J'avais une voiture à cette époque-là, oui, j'ai fait venir. Je l'avais pas, non, j'avais pas de voiture, je l'ai fait venir après, une 504. Et après, la fin malheureusement du Chili de cette période, 1976, si je ne me trompe pas. 1977. 1977. Voilà.
Donc comment ça se termine le Chili? On te dit non, vous pouvez plus rester. Disons que voilà, c'est Le ça. contrat se termine. Au bout de, disons que les contrats, on pouvait rester 6 ans dans un pays, mais au bout de 6 ans, il fallait rentrer ou changer de pays. Or, je me souviens que la dernière année, j'avais demandé des tas de postes. J'avais demandé un poste à Beyrouth, j'avais demandé des postes je ne sais plus trop où. Et pour en finir, j'ai eu un poste à Casablanca. Mais alors, quand tu quittes le Chili, tu sais déjà que tu pars pour Casablanca. Oui, oui. Je sais déjà que je pars pour Casablanca. Tu refais un petit passage en France, Je quelques fais un mois. passage en France d'un mois. D'un mois, on refait les valises et on voilà. repart à Et on Casablanca. part à Casa. Et ton arrivée à Casa, donc 77. En 77, à Casa. C'est Voilà. comment Casablanca en 77? C'est une grande, grande ville, déjà. C'est une grande ville économique. C'est joli, c'est curieux pour nous, parce que c'est la C'est première exotique. fois que je mets les pieds dans un pays, disons, du Maghreb. Et donc, Bien accueilli. bien accueilli. Oh, on a été très bien accueillis aussi. Jamais eu de problème, rien du tout, que ce soit au lycée ou vis-à-vis, ou avec les gens, ou choses comme ça. Hein. Donc tu es professeur de mathématiques De au lycée mathématiques. Lyoté Hein 1. Oui. C'est quand même le plus grand lycée français. Je crois que c'est le plus grand lycée de France, même. Hein, je crois qu'il y avait 6000 élèves, si on comptait le Lyoté 1, plus toutes les succursales, Lyoté 2, Lyoté 3, Lyoté 4, parce qu'il y avait des tas de collèges qui étaient un peu disséminés partout. Et ça, c'était le plus grand établissement français alors, je ne sais pas si c'est à l'étranger ou carrément de France. Parce que, C'était en général, c'est un gros lycée quoi, oui, français. oui. Et là, tu passes des bonnes années aussi. Excellente. 3 ans. Or, là, curieusement, pourquoi on n'est pas resté plus longtemps? Parce que j'aurais pu rester 6 ans. Mais on n'est pas resté plus longtemps pour la bonne et simple raison, c'est que la deuxième année que j'étais au truc, je reçois de nouveau un coup de fil de Mademoiselle Besson en me disant « Monsieur Lazou, le poste que vous avez libéré, il est de nouveau vacant pour la bonne raison, c'est que la personne qui a été nommée à votre place, il ne veut pas rester à cause de Pinochet. » Et donc, il n'a pas voulu rester, il a voulu rentrer. Et elle m'a dit, est-ce que vous seriez d'accord pour revenir? Alors moi, j'ai dit oui. Le problème, c'est qu'elle m'a dit ça au mois de mars, donc de 1900. C'était 77, 78, ça devait être 1979. Et j'ai dit, ben oui, moi je suis d'accord, je ne pas tout de suite. Mais elle m'a dit, je m'occupe de tout, ne vous occupez de rien. Je me suis occupé de rien. Et puis après, j'ai eu une réponse de l'ambassade de France au Maroc qui m'a dit « Monsieur Lazou, vous ne pouvez pas partir pour la bonne raison, c'est que c'est plus important un prof de maths en classe terminale au lycée Lyoté 1 qu'un prof de maths à Concepción au Chili. » Et donc, ils n'ont pas voulu que je parte. Alors moi, du coup, je me suis fâché et j'ai dit si c'est comme ça, j'ai le droit de rentrer en France à la fin de l'année, je rentre en France à la fin de l'année. Et ça a été une bêtise. Hein? Et ça a été une bêtise maintenant, avec le recul, non? Oui et non, ça a été un coup de tête, mais je savais très bien qu'à ce moment-là, je ne pouvais plus retourner en Amérique du Sud. Or, moi, mon idée, c'était quand même de retourner en Amérique du Sud, si c'était possible. Bon, ça n'a pas été possible. Cela dit, le fait de rentrer à la fin de l'année, or, il y a eu plusieurs choses qui se sont combinées. Premièrement, on connaissait très bien ici, à Casablanca, une fille qui était la femme d'un copain et dont le père était le responsable de toutes les écoles européennes dans le monde, les écoles dans les pays. Et donc lui, il m'a proposé, il y avait un poste à l'école européenne de Callum, juste à côté d'Oxford. Et une école européenne, c'est quelque chose de formidable aussi, parce qu'en plus, tu es là fonctionnaire européen, donc exempté d'impôts, etc. C'est vraiment le bon filon. Et il a dit à la commission, il faut nommer quelqu'un qui vient de Casablanca et qui est prof de maths et qui vient de Casablanca. Manque de bol, on était 2 profs de maths à venir de Casablanca, et c'est un collègue, Simonin, qui a eu le poste à ma place. Mais le pire, c'est que ce Simonin, il était marié avec l'intendante, avec une des filles qui travaillait à l'intendance du lycée Lyoté 1,
Et elle aussi avait demandé une mutation. Et elle a eu une mutation en Tunisie. Et lui, au lieu de prendre le poste à Calom, ils ont préféré aller tous les deux en Tunisie. Et du coup, le poste à Calom, il n'a pas été fourni. Et donc, il m'est passé sous le nez alors qu'il n'avait pas été fourni. Alors qu'il n'a pas été donné. Voilà. Ça, c'est Et dommage. moi, quand je suis rentré du Maroc, du coup, je me suis retrouvé où? Au collège Pablo Neruda à Waterloo. Et là, c'est un Un collège pourri. Un Alors, collège j'étais près- pourri. j'étais près du Chili. Pablo Neruda, c'est un Chilien. Alors, Mais pourri. Pablo Neruda, qui était chilien, et dans un quartier d'Algériens, ou de Maghrébins, on va dire. De à Maghrébins, Waterloo. mais bon, c'est pas tellement les Maghrébins en plus, parce que les meilleurs élèves que j'avais, c'était les Maghrébins. J'avais Ça, c'est bien de le dire. deux élèves qui étaient vraiment formidables. Oumedjeber Mustafa, qui était un Algérien, et il était vraiment, en mathématiques, il était vachement fort. Mais bon, le contraste, quand même, de revenir comme ça en France, Ah bah ça a oui, été dur. ça c'était dur. Hein. Ça, c'est en quelle année Or, c'était 81, en 79. 79. En 79, j'ai été nommé au collège Pablo Neruda. Et voilà. Retour en France. Retour en France. Mais il s'est passé quelque chose en 78. Alors en 78, il me semble qu'il s'est passé quelque chose, oui. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais au Maroc et il y a un petit bébé qui est né. Il est là, le petit bébé. Il est là, le petit bébé, oui. Le 18 mai, Et ce qui est curieux, c'est que là aussi, c'est un souvenir quand même absolument incroyable. le 18 mai 1978. Et moi, j'ai été interné le 17 mai 1978 à l'hôpital avec une appendice rétrocécale. On avait été au restaurant la veille, donc le 16. Et le lendemain, j'étais malade. On a fait venir le docteur et tout ça. Elle ne voyait pas ce que c'était. Et à un moment, elle m'a envoyé voir un chirurgien, parce que c'était une femme. Hein, c'était, je ne sais plus comment, docteur Lalou Boufflé, je crois. Et elle m'a envoyé voir le chirurgien à la clinique du Val d'Enfa. Et là, le chirurgien, quand il m'a examiné, il a appuyé, puis il ne voyait rien du tout. Et à un moment, il m'a demandé de me lever, et puis il m'a tapé dans le bas du dos. Et là, j'ai fait un bond au plafond. Il a tout de suite réagi. Il a dit, oh, on fait une radio, c'est ou un calcul rénal ou une appendice rétrocécale. Si c'est une appendice, dans les deux cas, de toute façon, enfin, si c'est une appendice rétrocécale, on opère tout de suite. Et je suis passé sur le billard à 8 Tout de h du suite. soir. Et t'es né le lendemain à 4 h. Donc les deux à la clinique du Val Les deux à la d'Enfa. clinique. Moi, j'étais chambre 31. Au départ, ta mère était dans la chambre 31 avec moi. Elle m'accompagnait parce qu'elle était quand même Très enceinte. très enceinte. et dans la nuit, la poche des os s'est rompue et puis t'es né. On repasse en 1980. Ouais. Le titre le plus écouté en France en 1980. Oh, le titre. Un Français qui chante ça, Un Français qui chante ça. qui a fait danser beaucoup le monde. Et c'est Claude François? Non, Non? ça aurait pu, mais Ça- non. Un Français qui chante. On l'écoute. Alain Chamfort, Manureva. Ah ouais. Mais peut-être que tu n'écoutais Moi, pas j'écoutais trop pas trop ce style de musique, de j'ai- variété française. Non, Non, t'as jamais moi, j'ai- accroché avec la variété Non, française. j'ai jamais vraiment accroché avec la variété française. Bon, moi j'ai surtout accroché beaucoup avec la musique classique, évidemment. Énormément la musique classique, on va dire. Allez, j'écoute 80% de ce que tu j'écoute écoutes. en gros, si on faisait des pourcentages, j'écoute en gros 50-60% de musique classique, à peu près 30% de musique de jazz, et du jazz, alors un peu de tout style, hein, et après de la musique de variété. Alors, à cette époque-là, il y avait quand même des chanteurs, beaucoup de chanteurs que j'écoutais énormément, que j'aimais beaucoup, que j'aime toujours d'ailleurs. Cat Stevens, par exemple. Ça, c'est des gens qui m'ont marqué au niveau de musique. Les Beatles, bien sûr, évidemment. Mais j'étais plus porté sur la musique anglophone que sur la musique française.
Alors, sur la musique française, il y a des gens que j'ai appréciés. C'est marrant, il y a des gens que j'ai appréciés et qui sont passés après relativement, qui ont disparu. Hmm. Mais bon, c'est... 1981, des élections en France, très importantes. Ah oui, oui, j'ai voté Mitterrand. Qui était? Tu t'en souviens? Ah oui, je m'en souviens. Au moment des résultats, Ah la, oui, la oui. surprise pour tout le monde, Ah ouais, oui. François Mitterrand, Mitterrand, élu contre... c'était contre Chirac, non? Non. Non, c'était pas contre Chirac, c'était c'était contre Giscard le d'Estaing. président sortant, Valéry Giscard d'Estaing. Ouais. Et là, tout le monde est content dans les rues, c'est la fête. Oui, c'est la fête. Oui, bah, pour une fois, on avait un gouvernement de gauche après avoir eu des gouvernements de droite depuis Charles de Gaulle quasiment. Enfin, à part Vincent Auriol qui avait été socialiste. Bon, mais sinon, après, ça avait toujours été des gouvernements plus ou moins portés à droite, quoi. 81, on te mute dans un très beau pays du bassin méditerranéen. Ah oui, oui. Alors 81, alors là aussi, alors justement, je n'y serais jamais allé si j'avais pas quitté le Maroc. Alors avant ce truc-là, une autre chose aussi à raconter, c'est que en étant au collège Pablo Neruda, à un moment, je reçois une offre de la DEFA, Direction de l'enseignement français en Allemagne, qui me propose un poste pour aller dans un lycée français en Allemagne, dans les lycées français qu'il y avait dans les casernes, qui s'appelait, c'était à Landau, je crois. Et on m'offre un poste, poste que j'accepte aussi, parce que je voulais partir à l'étranger, surtout. Pablo Neruda m'intéressait plus tellement, enfin, pas le collège qui m'intéressait pas. Et donc, partir en DEFA, ça m'intéressait, c'était quelque chose de bien. Et là, encore une fois, c'est le rectorat. La rentrée avait eu lieu depuis une semaine, même pas. Et étant donné que la rentrée avait eu lieu à Pablo Neruda, ils ne voulaient pas que je parte. Ils n'ont pas voulu que je quitte Le navire. la France et pour partir en DEFA. Donc, Alors, ça passe à refusé. côté Et encore une fois. pendant cette année scolaire-là, j'ai été contacté 2 fois. Une fois par Michelin, qui avait une école de société en plein milieu de l'Amazonie et qui cherchait un prof de maths. Mais j'ai l'impression que, d'après ce que j'ai entendu dire après, c'était une école où quasiment tous les ans, ça changeait de prof. À mon avis, ça devait être un endroit très difficile à vivre, en plein milieu de Ouais, l'Amazonie. beaucoup d'humidité. Et donc, marié avec un enfant... ça aurait été compliqué. ça aurait été compliqué et puis il ne voulait pas faire le truc. Par contre, deuxième coup de fil après que je reçois, et ça je soupçonne toujours Bougon d'intervenir par là pour essayer de me caser. Hein. Et deuxième coup de fil que je reçois, cette fois-ci c'était de Péchiné qui avait besoin de quelqu'un pour son usine Aluminium de Grèce, Aluminium Tiselados à Aspraspitia. Et là, À 300 km d'Athènes à peu près. à 160 km d'Athènes, 160 km d'Athènes. sur le bord du golfe de Corinthe, En face du Péloponnèse. en face du Péloponnèse, un petit endroit magnifique à côté d'Antikyra, à 40 km de Delphes. De Delphes, oui. Vraiment un endroit magnifique. Et là, c'est la vie de rêve. Là. Et là, c'était une vie de rêve. Là, L'école, c'est un on petit allait village. à l'école en suivant le chemin des Oliviers. Ils avaient fait, pour tous les expats, ils avaient fait une petite, on va dire, un petit village qui s'appelait Agios Nikolaos, Saint-Nicolas. Et avec toutes des villas, on était tous avec vue sur la mer, on avait toutes des villas magnifiques. On ne payait pas de loyer, enfin on payait, je crois, quelque chose comme 5 francs par pièce au niveau loyer. Tout était entretenu par Péchiné et tout. Et il y avait un petit chemin pour aller à l'école qui se trouvait à 300 mètres de là. On avait des élèves en petite quantité. On faisait des cours avec des multiclasses. En fait, on n'était pas vraiment prof. Tous les élèves étaient inscrits ça s'appelait CNTE à cette époque-là, ou CNED, je ne sais plus, ça change de nom à chaque fois. Donc ils étaient au lycée... Le CNED. Au CNED, voilà, le CNED. Et
eux, ils étaient inscrits, ils passaient les examens et les trucs comme ça, mais nous, on était répétiteurs et on était chargés de leur expliquer les trucs qu'ils ne comprenaient pas. Parfait. Voilà. Et donc, c'était vraiment un boulot de rêve, quoi. Donc, Alors, il y avait un prof de français, il y avait un prof de maths, une prof de physique la première année, une prof d'anglais et des institutrices. Toi, tu étais avec une des institutrices. Ils étaient 3 institutrices pour les petites classes et pour la primaire. Et la deuxième année, ils ont gardé un prof de lettres. C'était Monsieur Gaillard, qui faisait anglais et français. Et ils ont gardé, moi, je faisais maths, physique, chimie, sciences nat. très bon souvenir de la Grèce. Excellent souvenir. On avait des classes. Je crois qu'on était plus de profs que d'élèves, en tout. Avec la plage juste en face. Avec la plage en face, à 4 heures, quand les cours étaient quand on avait fini, on allait tous à la plage. Magnifique. C'était super. Et bien voilà, on a passé toutes ces années, de 1965 à 1985 presque. Oui. Hein. Si tu devais résumer ces 20 ans en un mot, en une image, ça serait quoi? Parce que là, c'est vraiment beaucoup de choses qui se sont passées. Exactement. Moi, j'ai bien aimé parce qu'en fin de compte, j'ai toujours été prof, mais j'ai eu des tas de métiers différents, en fin de compte. Et une vie Parce- d'aventurier, et une parce vie- que une vie partir aventurière. en 70 J'ai pas pu au m'ennuyer. Chili, au nord du Chili, à Antofagasta, ou Exactement. après se retrouver en 77 au Maroc, Et- c'est aussi, il y a un côté un peu aventure. Ah bah oui, il y a un côté aventure, mais un côté, comment je vais dire, varié, apprendre à connaître des gens, apprendre à découvrir, formidable. Ah, je suis très content de ce que j'ai vécu. On se retrouve pour le 3e épisode. Ok, pas de souci. À très bientôt. Jingle. Ma vie.